Lantern et Green Arrow chez DC Comics, pas chez Marvel, qui s'étaient associés pour défendre, pour s'attaquer vraiment à des problèmes sociaux. La couverture de droite, vous voyez, c'est une couverture où il est traité ouvertement de la drogue. À gauche, il était traité du racisme, avec Green Lantern qui rencontre un noir SDF qui lui dit, ben voilà, vous avez aidé ceux qui ont la peau bleue, ceux qui ont la peau orange, ceux qui ont la peau violette, mais ceux qui ont la peau noire, vous n'avez pas fait grand-chose pour eux. Et donc ça va, chez Green Lantern, provoquer une espèce de crise de conscience et d'action en faveur de l'anti-ségrégation. Wonder Woman, dans les années 40, avait été inventée par un psychologue qui s'appelait Marston et qui était un féministe et qui considérait que, alors il faut que je cite la phrase, c'est intéressant, que son personnage devait servir de propagande pour un nouveau genre de femmes qui serait amené un jour à gouverner le monde. Bien. Le problème, on va dire, c'est que Wonder Woman n'a jamais été ensuite scénarisée ou dessinée par des femmes. Et que les femmes dans le monde des super-héros sont finalement restées des stéréotypes, hélas. S'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits sur l'antiracisme, des choses comme ça, en matière de féminisme, c'est moyen. Pour moi, le meilleur super-héros féminin, le plus intéressant, dans mon livre d'ailleurs j'y consacre un chapitre, c'est la femme invisible, Susan Storm, des 4 Fantastiques. Pourquoi ? Elle est mariée, elle a des enfants, elle s'occupe du foyer et pourtant elle continue à faire son boulot de super-héroïne avec son mari, à combattre les méchants. Donc pour moi ça c'est une vraie super-héroïne, on va dire, pas une super-héroïne qui se promène en maillot et puis on en a eu aussi des super-héroïnes qui se mettent à la retraite pour épouser des super-héros. Donc là on a vraiment une vraie femme active et ça c'est un vrai modèle intéressant. Alors, voilà, l'an dernier, en 2012, il y a eu, on a beaucoup parlé, il y a eu une bande dessinée qui a révélé que Green Lantern était gay et qu'il vivait en couple avec un homme. Donc ça a fait beaucoup de bruit, mais c'est pas nouveau parce qu'on a des super-héros qui sont un petit peu moins connus, d'un univers parallèle, d'un petit éditeur qui s'appelait Wildstorm et qui a disparu depuis. Et ces héros, c'était les héros d'un groupe qui s'appelait Authority, où on avait 2 personnages principaux qui s'appelaient Apollo et Midnighter, qui étaient en fait 2 pastiches de Superman et Batman. Ils ont été créés en 1999 et dès le début, ils ont été présentés comme un couple gay. C'était clairement présenté comme ça dans la bande dessinée. Alors, je précise que c'était une bande dessinée quand même qui était très violente, avec des personnages très sexué et que c'était destiné à un public adulte exclusivement. Mais on avait un message qui était quand même très très avant-gardiste parce que en 2002, Apollo et Midnighter se sont mariés, on le voit ici, et quelques mois après, dans la suite de leurs aventures, ils ont adopté une petite fille. Donc au début des années 2000, dans une bande dessinée américaine, voir un couple gay qui se marie et qui en plus devient après un couple homoparental, c'était quelque chose d'assez inédit et qui d'ailleurs depuis ne s'est pas revu. Donc ça aussi, ça mérite un petit peu d'être connu. Donc c'était bien avant Green Lantern. Du côté des éditeurs un petit peu plus grand public, là on a Marvel, Luke Cage, Power Man, qui a épousé une super-héroïne, Jessica Jones. Alors bon, rien d'exceptionnel apparemment, sauf que c'était quand même la première fois que dans une histoire de super-héros américaine, on montrait un mariage interracial. Ça s'était jamais produit auparavant. Il a quand même fallu attendre 2012 pour ça. Donc il y a quand même encore du chemin à faire dans le monde des comics. Et petit à petit, on arrive comme ça. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand public. Voilà, aujourd'hui, le super-héros, il est quand même porteur de valeurs sociales, vraiment d'égalité, de tolérance. Et parfois même, si je reviens au mariage homoparental, à l'homoparentalité ou au mariage gay, qui n'est pas reconnu bien sûr aux États-Unis, sauf dans quelques États, qui vient à peine d'être reconnu dans certains pays européens,
1999, 2000, on était quand même dans l'avant-garde. Hein. Ici, c'est vraiment la réalité qui rejoint la fiction. Alors, un dernier message, ici, la petite case que j'ai mise à droite, là aussi, grande rue, ça a été en 2011, dans un numéro d'Action Comics, Superman déclare « Désormais, je renonce à la citoyenneté américaine. Terminé. Désormais, je serai un citoyen du monde. » Alors, bon, certains vont dire « Oui, mais ça, c'est pour conquérir un public plus large. » Oui, évidemment, il y a toujours, c'est ce qui est intéressant finalement dans les productions culturelles américaines, on ne perd jamais de point de vue, on ne perd jamais de vue l'aspect économique des choses. Mais c'est aussi un signe des temps quand même. C'est que le super-héros aujourd'hui, il n'est plus américain du tout. Il est mondial. Le super-héros, il incarne quoi? Il incarne plus l'Amérique. Le super-héros, il incarne tout simplement des valeurs qui touchent les démocraties occidentales et industrielles. Donc, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est la France, etc. Donc, il ne faut plus s'étonner que le super-héros, un super-héros aussi symbolique que Superman, renonce à la citoyenneté. Voilà, bon, après, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses sur le super-héros porteur de valeurs culturelles. Moi, c'est un petit peu de temps pour un petit extrait qui est intéressant.